Ok, bonjour à tous. Donc, on va attaquer cette troisième série de vidéos. Donc, on va continuer sur la régression logistique. Donc, la dernière fois, la première série, on avait revu ce qu'était la loi Bernoulli, la loi binomiale et la loi multinomiale. Donc, là-dessus, on va revenir sur ces différents points aujourd'hui, puisque je vais vous parler un petit peu de régression multinomiale. La deuxième séance, on avait parlé de la régression logistique pour essayer de comprendre en pratique comment est-ce que ça marchait. Et donc, là, maintenant, on va passer sur ce que j'ai appelé les extensions de la régression logistique, qui correspond principalement à la régression multinomiale, et en particulier, je pense, essayer de comprendre ce qui se passe quand on fait une régression logistique, en particulier sous R. Donc, je reviens sur mes petits transparents pour essayer de vous présenter différents points. Donc, pour commencer, je voulais revenir sur la sortie de la régression logistique. On la commentera dans les prochains transparents. Euh, donc, je reviens sur l'exemple du Titanic. Donc, la question est d'essayer de comprendre qui va survivre au naufrage du bateau. Donc, on a plusieurs variables explicatives. Donc, ici, on a la classe, on a le genre du passager et son âge. OK. Donc, j'avais expliqué la dernière fois comment on obtenait cette sortie en particulier. Donc, on avait vu que donc on récupérait la première colonne. Donc, la première colonne, ce sont nos bêta-chapeaux. Okay, donc, on a la matrice, le vecteur des bêta-chapeaux, donc qui sont les estimations des coefficients dans un modèle logistique. La seconde information, c'est une variance estimée de nos bêta-chapeaux, ou plutôt la racine carrée de cette variance estimée. Et ça, on l'obtenait tout simplement dans le calcul d'optimisation. En fait, c'était lié à cette matrice hessienne qui apparaissait dans le calcul des valeurs pour lesquelles le gradient de la log vraisemblance s'annulait. D'accord, donc on va récupérer ça. Je reviendrai sur la deuxième partie qui sont les tests de significativité. Okay, donc c'est essentiellement lié à ce que je racontais dans le tout premier slide quand je vous parlais de convergence vers des lois normales de différentes grandeurs. Okay. Là, le point était plutôt de revenir sur ce qu'on essaye de modéliser. En fait, je l'ai un peu explicité ici. Donc, ce que j'essaie de comprendre, c'est qui a survécu. Alors ça, si jamais vous reprenez les slides de la fois d'avant, en fait, je n'avais pas spécifié qu'on voulait des 1. Alors ça, il faut juste comprendre ce qui se passe sous R, c'est que quand je lui demande de modéliser une variable Y qui peut prendre deux valeurs, la première, celle qu'on appelait classiquement dans les modèles factoriels la modalité de référence, va être la référence. Okay, donc le 0 est ma référence, et là je me positionne par rapport à ce 0, donc ce que je vais expliquer, c'est l'autre. Et en l'occurrence, c'est 1, puisqu'il y a une seule modalité possible. Okay, donc quand je veux faire la modélisation d'une variable indicatrice, c'est un peu ce que je sous-entends dans le titre qu'on ne voit pas très bien, mais quand je veux modéliser une indicatrice d'un événement A, quand je fais GLM de Y, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la probabilité de prendre la valeur A. D'accord. Donc en l'occurrence, ici, ce qui m'intéresse, c'est la survie. Donc ce que je modélise, c'est la survie d'un passager en fonction de différentes variables explicatives. Je reviendrai là aussi sur le fait que j'ai pris un polynôme de degré 3 pour l'âge. Okay. Mais fondamentalement, là, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre un petit peu ce qu'on essayait de modéliser. Donc, par défaut, il va prendre la seconde modalité dans une variable factorielle. Donc, si jamais j'avais une variable qui prenait deux valeurs qui étaient A et B, ce que nous sortirait la sortie de la régression, c'est les bêta-chapeaux associés à un modèle logistique associé à la probabilité de valeur B. D'accord. Donc, je reviendrai là aussi pourquoi c'est effectivement ce qu'il fait. Alors maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui se passerait si jamais je m'intéressais aux complémentaires. Donc, c'est ce que je raconte ici, c'est quelle serait la sortie de la régression quand j'ai une indicatrice de l'événement complémentaire. En fait, si je m'amuse à comparer les deux, alors je suis désolé pour les allers-retours que je vais faire, mais ici, par exemple, je vais prendre l'âge, donc on est à moins 1,80, pardon, à moins 0,19. Quand je regarde la sortie de la régression sur le complémentaire, j'ai exactement l'opposé. Et en fait, si je regarde attentivement, en fait, j'ai exactement les opposés partout. Okay, donc les coefficients bêta qui apparaissent ici sont très exactement moins les bêta-chapeaux de ce qu'on avait quand on était intéressé à la variable est-ce que je suis égal à 1. Okay, donc on a un premier résultat qui est le fait que tous nos coefficients sont strictement opposés, mais en fait, les deux modèles sont rigoureusement équivalents. Okay. Rigoureusement équivalent dans le sens où je vais estimer les mêmes modèles. Si jamais je regardais toutes les statistiques classiques, dont je parlerai là aussi plus tard, on peut voir qu'on a exactement la même chose. Okay. Les standard deviation de mes paramètres, c'est très exactement les mêmes. Donc les coefficients, j'obtiens un signe moins devant, mais derrière, c'est exactement le même modèle avec exactement les mêmes niveaux de significativité quand vous regardez les étoiles à droite, quand vous regardez les p-values.
Okay, donc, c'est exactement le même modèle qu'on va estimer. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête de savoir si je modélise les 0 ou les 1, c'est rigoureusement équivalent. Okay. Et équivalent dans le sens, et c'est un peu dans ce sens-là que je mettais la petite sortie en bas, c'est que si jamais je modélise avec le modèle 0, par exemple pour le premier individu, j'ai un prédict qui vaut 2,59. Alors là aussi, j'en avais pas beaucoup parlé, mais le prédict sous R, c'est le état chapeau. Okay, donc, c'est la combinaison linéaire des variables explicatives. Donc, le premier individu, il a certaines caractéristiques en termes d'âge, de genre, donc de classe, de genre et d'âge, okay, et de nombre de siblings, donc de personnes de famille, y compris les épouses. Okay, donc, dans ces cas-là, je prévois un état chapeau à 2,59, ce qui me donne une probabilité associée à 0,93. Si je reviens sur la sortie d'avant, je n'avais pas 0,93 puisque je m'intéressais au 1, mais en fait, la probabilité, c'est très exactement 1 moins ce 0,93. Okay, donc, on a vraiment des modèles qui sont rigoureusement équivalents. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin et quitter le modèle Bernoulli pour arriver sur les modèles multinomiaux. Donc, on fera ça dans un instant. Je vais juste prendre un tout petit instant pour parler d'une autre type de régression. C'est qu'en fait, cette régression, telle qu'on vient de la définir, donc ce GLM avec une famille binomiale, en fait, peut s'appliquer à un modèle binomial. Donc, pour le moment, on l'appliquait toujours à des variables Bernoulli, puisque les variables prenaient juste des valeurs 0 ou 1. Mais en fait, je peux l'appliquer sur des variables qui prennent des valeurs qui sont non pas exactement des Bernoulli, mais des binomiales. Donc, c'est exactement l'exemple qui est pris ici. Donc, j'ai un YI qui suit une loi binomiale. Alors ça nous intéressera, je le mettrai dans les slides beaucoup plus tard où je parlerai un petit peu des poids et des données de contingence. Donc, quand on a des données de contingence, et le premier quiz est un petit peu là-dessus. Okay, quand j'ai des données de contingence, donc quand je m'intéresse à des nombres de réalisation de nombre d'événements dans une population de taille donnée, okay, dans ces cas-là, je peux le faire directement avec cette fonction GLM. La syntaxe est la suivante, c'est que j'ai besoin de lui donner non pas une variable qui serait ma variable Y. Okay, donc, classiquement, j'avais ma variable Y avec des 0 et des 1. Okay. Ici, je vais avoir deux valeurs qui sont le nombre de 0 et le nombre de 1. Okay. Donc, je vais tout simplement compter combien j'ai de 0 et de 1 par observation. Alors, une observation, on reviendra un petit peu là-dessus quand on fera les tableaux de contingence, mais c'est ce qu'on va voir dans une cellule, la tableau de contingence. Okay, donc, en fait, je peux étendre ma régression logistique Bernoulli à une logistique binomiale. D'accord. Donc, le n, il est toujours donné, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit n, c'est que pour moi, il n'est pas aléatoire, il est donné par l'expérience ou par tout ce qu'on veut. Okay. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'événements de type 1 qui surviennent dans cette population de taille n. Okay. Donc, je vais m'intéresser au nombre de 0, au nombre de 1, alors en l'occurrence plutôt au nombre de 1 et au nombre de 0, puisque la variable la plus importante, c'est celle de gauche, okay, dans cette sortie-là. Et ici, je fais une régression pour expliquer ce modèle Bernoulli, ce modèle binomial, avec deux variables explicatives qui sont x1 et x2. Donc, la syntaxe, c'est celle-là. Voilà, et je remets un petit peu les équations de vraisemblance pour ceux qui veulent faire les calculs, mais sachez qu'on peut faire des régressions binomiales avec cette syntaxe-là. Donc, je vous entraîne à le faire sur le quiz numéro 2, dans lesquels on essaye de modéliser des admissions d'entrée dans des programmes d'études gratuits. OK. Donc, je vais arriver à ma régression multinomiale parce que c'était un petit peu le point de discussion aujourd'hui. Donc, je vais juste faire deux. Donc, je vais séparer la discussion en deux. Donc, le premier, c'était revenir sur ce qu'on faisait quand on faisait une régression de Bernoulli. Quand on fait la régression de Bernoulli, donc on avait essentiellement insisté sur cette partie-là qui était je veux modéliser la probabilité de valeur 1. Okay, donc, on avait vu qu'on travaillait sur le log de la cote. Okay, donc, le log de la probabilité de valeur 1 sur la probabilité de valeur 0. Et ce qu'on disait, c'était que ce log de cote devait être une combinaison linéaire des variables explicatives. Et quand je le réécrivais dans l'autre sens, tout d'un coup, ma probabilité de valeur 1 s'écrivait comme cette exponentielle d'une combinaison linéaire sur 1 plus l'exponentielle de la combinaison linéaire. Okay. Alors, je n'avais pas insisté non plus là-dessus, mais si à partir du moment où j'ai cette probabilité de valeur 1, ben, j'ai automatiquement la probabilité de valeur 0. D'accord, par histoire de complémentaire, donc c'est 1 moins la probabilité de valeur 1. Et quand je l'écris, ben, j'obtiens cette probabilité-là. Okay, donc, ce n'est pas très compliqué. Mais le point important, et c'est là-dessus que je veux insister, c'est le fait que le 1 que je retrouve en haut, en fait, c'est le même que celui qui se trouve en bas, okay, et que je retrouve ici. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis des couleurs. Et le point sur lequel je veux insister, c'est qu'en fait, cette écriture-là me dit que la probabilité de valeur 0, elle est proportionnelle à 0. Okay, et la probabilité de valeur 1, elle vient tout d'un coup proportionnelle à cette exponentielle de ma combinaison linéaire. Et c'est ça qu'on va exploiter abondamment par la suite en se disant, j'ai cette modèle de référence qui va être un événement de probabilité constante, entre guillemets, okay,
Et simplement, ce que je vais regarder, c'est le positionnement, disons, de manière relative par rapport à cette probabilité de valeur 0, comment je me positionne avec ces variables explicatives. Donc, que m'apprennent ces variables explicatives, non pas exactement sur la probabilité de valeur 1, mais sur la probabilité de valeur 1 relativement à la probabilité de valeur 0. C'est-à-dire exactement la cote, en fait. Fondamentalement, ce qu'on fait, ce truc-là, c'est un modèle de cote. Okay, donc, c'est vraiment ce qu'on utilise ici. Excusez-moi. C'est de dire que cette exponentielle de ma combinaison linéaire, en fait, c'est très exactement égal à la probabilité de valeur 1 relativement à la probabilité de valeur 0. Et c'est ça qu'on va utiliser par la suite en disant, si jamais j'ai plus de modalités, il y en a une qui me sert de référence. Okay. Alors ici, je l'ai mis en C, c'est peut-être pas très malin, je m'en rends compte maintenant, mais ce que je vais dire, c'est que ma probabilité de valeur C va être une référence. Okay. Donc supposons que je prenne trois valeurs A, B, C. C devient une référence, donc ce sera 1. Et ce que je vais dire, c'est que la probabilité de valeur A, ça va être une exponentielle de cette combinaison linéaire. La probabilité de valeur B, ce sera une exponentielle d'une autre combinaison linéaire de variables explicatives. Okay. Et donc, à partir du moment où j'ai écrit ces trois valeurs, donc en disant que chacune des probabilités doit être proportionnelle à quelque chose, donc les deux premières étant proportionnelles à une exponentielle d'une combinaison linéaire, et que je dis que la troisième est constante, encore une fois, parce que j'ai besoin d'une référence, c'est vraiment l'idée de la modalité de référence quand on travaille sur des variables factorielles. Dans ces cas-là, j'obtiens très exactement l'écriture qui est proposée ici. Donc, ce modèle-là, c'est très exactement ce qu'on va avoir quand on veut faire un modèle multinomial, quand on prend plusieurs modalités, donc ABC. Okay. Donc, c'est bien cet ensemble de probabilités. Okay. Ce qu'on note, c'est qu'on a exactement ce qu'on devrait souhaiter quand on a un modèle multinomial, dans le sens où j'ai bien une mesure de probabilité, okay, puisque ces trois valeurs sont positives, okay, et les trois sont également plus petites que 1, et les trois somment bien à 1. Donc, la somme des trois est bien égale à 1. Okay. Donc, on a un modèle qui marche pour pouvoir modéliser une variable multinomiale. Okay. Alors, je vais juste vous le faire pour vous montrer un petit peu la sortie de la régression, parce qu'elle est un petit peu plus difficile à lire, encore une fois, essentiellement parce qu'on a un modèle plus complexe, puisqu'ici, j'avais un bêta A et ici, j'ai un bêta B. Donc, on a 2 fois plus de coefficients quand on a une modalité de plus que ce qu'on avait dans notre modèle Bernoulli. Okay. Donc, ici, je fais un modèle qui ne sert strictement à rien, c'est juste essayer d'illustrer sur les données que j'ai, mais il s'avère que j'ai la classe des passagers du Titanic qui comprend 3 classes. Okay. Donc, je suis capable de l'expliquer. Okay. On pourrait éventuellement se dire, est-ce que c'est des gens qui sont relativement riches, relativement vieux, est-ce que c'est des hommes ou des femmes qui sont en première classe ou en deuxième classe ou en troisième classe? Donc, je peux trouver un sens à cette régression, mais le but est surtout de présenter les sortes. Okay. Donc, en l'occurrence, on a cette fonction multinom qui permet de faire ça. Okay. Donc, qui est la régression multinomiale. D'accord. Donc, ce que je veux essayer d'expliquer ici, c'est la classe. Donc, la classe, encore une fois, elle prend 3 valeurs 1, 2, 3. Donc, j'aime pas trop utiliser 1, 2, 3 parce que ça peut sembler être du numérique, mais l'idée, c'est qu'on travaille vraiment sur des niveaux A, B, C. D'accord. Donc, une classe 3, ce n'est pas une classe 1 plus une classe 2. Okay. Donc, c'est pas, même si 3 est égal à 2 plus 1, je ne peux pas dire ça sur des variables factorielles. Okay. Donc, je m'intéresse à cette variable de classe qui correspond vraiment à des niveaux ABC. Okay. Et je vais les expliquer entre guillemets. Okay. Je suis désolé de garder cette terminologie un petit peu causale, mais c'est ce qui est le plus simple pour m'exprimer. Okay. Donc, je me demandais, est-ce que je peux prédire la classe à partir du genre de la personne, de son âge et du fait que la personne ait ou pas de la famille dans le bateau. D'accord. Donc, la sortie de la régression, c'est alors, je ne vous ai pas fait un summary, j'ai juste mis les estimateurs de mes bêta chapeaux. Ça me donne ces deux sorties-là. Okay. Donc, je reviens sur ce que je racontais dans mon tout premier slide, qui était par défaut, ce qui va être modélisé. Ce n'est pas la modalité de référence, c'est que ma modalité de référence, elle est cachée derrière, et en fait, c'est l'équivalent à avoir que des zéros partout. Okay. Donc, la probabilité, elle est proportionnelle à 1. Ma modalité numéro B, elle va se positionner par rapport à la modalité numéro A, et ce qu'on va avoir, c'est qu'on va être proportionnel à l'exponentielle de cette combinaison linéaire des variables explicatives. Okay. Donc, c'est les coefficients qui apparaissent ici. Donc, ici, je récupère ce que j'avais appelé tout à l'heure bêta chapeau B, et ici, mon bêta chapeau C, en sachant que ma référence, ici, c'est A. Okay. Donc, A, c'est 1, B, c'est 2, et C, c'est 3. Okay. Donc, je récupère ici mes vecteurs de coefficients. Donc, si je fais mon summary, je vais récupérer les écart-types associés, je pourrais faire des tests. Okay. Mais pour le moment, je veux juste qu'on se focalise sur comment est-ce qu'on fait pour récupérer les estimateurs. Okay. Donc là, je n'ai pas fait de slide pour expliquer comment se fait l'estimation du maximum de vraisemblance, mais c'est exactement comme avant. Okay. On écrit la vraisemblance, on va récupérer un modèle avec cette fois-ci 2 fois plus de paramètres, mais ça s'estime avec la même routine qu'auparavant, puisque ça reste une descente de gradient, et on peut trouver
en tout cas numériquement, les valeurs de nos estimateurs. Donc, on récupère ces valeurs-là. Okay, donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que se cache ici quelque chose, okay, qui est en fait la valeur numéro 1, qui est associée à la modalité de référence, et en fait, par défaut, on aurait des zéros partout. D'accord. Donc, c'est toujours relativement à cette modalité de référence qu'on va se positionner. Okay. Donc, je reviens un petit peu d'ailleurs sur l'idée de construire, construire notre prévision. Donc, ce qu'on avait vu, c'était qu'il fallait récupérer nos bêta chapeaux. Donc, j'ai mon bêta chapeau 2, bêta chapeau 3, donc classe numéro 2, classe numéro 3. Okay. Pour faire des prévisions, on peut faire tout simplement predict. Donc, le predict, c'est toujours la même chose. Donc, en l'occurrence, je m'intéresse à une prévision sur un individu qui est une femme de 60 ans qui n'a pas de famille dans le bateau. Okay, je veux faire une prévision de classe pour cette personne-là. Donc, comme toujours, quand on fait une régression logistique, le but n'est pas de prédire une classe, le but est de prédire une probabilité d'appartenir à une classe. Okay, je reviendrai un peu plus tard, je crois dans la série de slides numéro 6, sur comment se passe d'une probabilité à une classe. Mais pour le moment, ce qu'on veut juste, c'est déterminer les différentes probabilités. Okay, c'est ça le but de ce qu'on fait en ce moment. Et donc là, je récupère mes 3 probabilités. Donc, je mets 3 niveaux de probabilité. Donc, j'ai 72% de chance d'être dans la classe 1, 20% de chance d'être dans la classe numéro 2 et un peu plus de 8,5% de chance d'être dans la classe 3. D'accord. Donc, on a ces informations-là qui arrivent via ce predict. La seule chose, c'est que quand on faisait un predict, je vous disais, par défaut, il nous renvoie le état chapeau, c'est-à-dire le X transposé bêta chapeau. Si jamais je veux avoir autre chose dans la fonction GLM, je mets type égale response. Okay. Ici, c'est type égale probs, donc je demande les probabilités. Okay. Donc c'est l'équivalent du response qu'on avait dans la fonction GLM et il nous renvoie très exactement les probabilités. Et le calcul qui est fait, c'est très exactement utiliser ça. Okay. C'est de dire que la probabilité de valeur 1 elle va être proportionnelle à 1. La probabilité de valeur 2, elle va être proportionnelle à cette exponentielle de ma combinaison linéaire des variables explicatives. Donc je prends 1 si jamais la personne est une femme. Donc ici, je vais avoir un 0. Okay. En l'occurrence, la personne n'a pas de famille, donc je vais avoir 0. Donc en fait, cette exponentielle-là, c'est juste une exponentielle de 1,416 plus 60 multiplié par moins 0,045. Okay. Donc ça va me donner cette valeur-là. Je calcule la dernière pour celle-là et ensuite je normalise pour récupérer des vraies probabilités. D'accord. Donc c'est ça qui va être utilisé quand on va faire une régression multinomiale. Okay. Donc c'est très exactement le calcul que j'ai fait ici. D'accord. Donc je fais vraiment le calcul de ce x transposé bêta. Je prends les exponentielles et je normalise. Okay. Donc quand on fait le calcul à la main de notre probabilité, on récupère très exactement les mêmes valeurs. D'accord. Donc tout ça, ça a du sens. Et après, bien sûr, je peux le faire. Ici, je le fais avec une personne de 60 ans qui n'a pas de famille et qui est une femme. Je peux le faire pour différentes probabilités. D'accord. Donc, on récupère ça. Donc, en fonction de l'âge de la personne, donc une personne qui est relativement jeune, qui n'a pas de famille, en l'occurrence, c'est pas d'époux, pas de conjoint dans le bateau, a pas mal de chances d'être plutôt dans cette classe-là, qui est en fait la classe numéro 3. Ce qu'on voit, c'est que les personnes qui sont relativement âgées ont au contraire plus de chances d'être dans la classe numéro 1. Okay. Donc, je peux récupérer comme ça des estimations de mes différentes probabilités. Voilà, c'est ce que nous fait la régression multinomiale. Okay. Alors, juste une petite discussion sur laquelle je ne vais pas non plus trop m'étendre, c'est le fait que la régression multinomiale, en fait, on peut la voir comme étant un petit peu une succession de régressions Bernoulli. C'est qu'au lieu de s'intéresser aux vecteurs ABC, aux différentes valeurs ABC, je peux me dire, la population elle va se séparer en deux. Il y a la population des A et la population des non-A. Donc, je vais faire un premier modèle dans lequel je vais essayer de deviner est-ce que je suis plutôt de type A ou plutôt de type non-A. Okay. Et une fois que j'étais décidé que j'étais dans cette partie, dans la partie non-A, dans ces cas-là, je peux me poser la question, OK, maintenant que je sais que je suis en non-A, est-ce que j'ai plutôt des chances d'être de type B ou plutôt des chances de type C? Okay. Donc, ce que je montre un petit peu dans ces slides, c'est qu'en fait, on peut effectivement raisonner comme ça et on peut construire deux modèles itérés. Donc, le premier, c'est de se dire, OK, je vais d'abord modéliser la classe 1 à part. Donc, je fais un premier modèle de type régression Bernoulli. Donc, est-ce que je suis de type A versus pas A? Donc, A complémentaire. Okay. Et dans un deuxième cas, je vais faire une régression pour savoir si jamais je suis de type B et C, mais c'est sachant qu'on est de type non A.
Ok, donc c'est exactement ce que je fais ici. Je prends les événements qui ne sont pas dans la classe de type A et je fais une régression de Bernoulli, essentiellement pour expliquer en fait cette partie-là. Donc je me mets conditionnellement au fait que je suis de type non A et je refais une régression de Bernoulli. Puis c'est à l'intérieur de la classe non A, j'ai deux possibilités qui sont soit d'être B, soit d'être C. Ok, donc c'est exactement le calcul qui est fait ici. Ce que je dis, c'est que la probabilité de valeur B, je peux conditionner, utiliser la formule des probabilités totales, c'est que je peux conditionner par le fait de valeur A ou pas A. Okay. Donc la seule chose, c'est que la probabilité de valeur B, sachant qu'on vaut A, elle vaut 0. Donc en fait, la seule chose qui me reste, c'est la probabilité de valeur B, sachant qu'on n'est pas de la classe A. Okay. Donc je récupère cette probabilité-là. Donc la probabilité d'être de type B, bah, c'est la probabilité de ne pas avoir valeur A multipliée par la probabilité de valeur B, sachant qu'on ne vaut pas A. D'accord. Donc c'est vraiment ces deux modèles que je construis. Un premier modèle pour modéliser cette probabilité de valeur A. Et ensuite, j'ai la probabilité de valeur B, sachant qu'on est dans le complémentaire de A. Et c'est ces deux probabilités que je vais utiliser par la suite. Okay, donc, je construis ces deux modèles et ensuite, je récupère mes différentes probabilités. Donc, la première, c'est la probabilité de valeur A. Ensuite, j'ai ma probabilité de valeur B, sachant que je ne valais pas A. Et ici, la probabilité de ne pas valoir B, sachant que je ne valais pas A, ce qui correspond à la probabilité de valeur C. Et ce qu'on peut noter, c'est que ça correspond à peu près à la même chose. Donc ici, j'ai mes probabilités qui sont itérées pour les premières personnes dans le bateau. Et ici, c'est ce que donne un modèle multinomial. Donc on voit que les deux sont quand même très très proches. Et donc en fait, la régression multinomiale, elle est cohérente avec des calculs de probabilité bayésienne. On fait tout simplement. OK. Donc je vais m'arrêter là un petit peu pour cette régression multinomiale. On la verra réapparaître un tout petit peu plus tard quand je parlerai euh, de poids en particulier. OK. Mais voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. À bientôt.